si vous mettez du point de vue des trois grandes régions économiques dans le monde, l'ALENA, la zone Euromed et l'ASEAN, l'ASEAN plus 3, vous voyez que chaque région a fait des choix différenciés. L'ALENA a choisi, pour résister aux importations asiatiques, de faire un marché commun avec un pays à démographie dynamique qui est le Mexique. Et donc vous avez aujourd'hui les investisseurs américains et canadiens orientent à peu près 16% de leurs investissements étrangers vers le Mexique. Pareil, quand vous regardez en Asie, le Japon, la Corée et la Chine orientent 20% de leurs investissements directs étrangers vers les pays de l'ASEAN, donc Thaïlande, Philippines, etc. Et quand vous venez à la zone, l'Union européenne, et la zone Euromed, vous vous rendez compte que les Européens dirigent entre 4 et 5%. Donc entre 4 et 5%, on va être conservateur, on prend juste les 16% de l'Amérique du Nord, vous avez 11% du volume d'investissement direct étranger européen annuel qui devrait venir en Afrique et qui n'y vient pas. Donc c'est 11% d'investissement fantôme. C'est quand vous faites le calcul, 11% ça donne 60 milliards d'euros par an. 60 milliards d'euros par an d'investissement qui devraient venir dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, entre le Maroc et la Turquie, et qui ne viennent pas. Donc ça, c'est l'ampleur du potentiel qu'il y a. Maintenant, il faut se poser la question de pourquoi. Il y a peut-être une raison culturelle, parce que les Américains n'ont pas de difficulté à s'imaginer que le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Les Européens ont peut-être plus de difficultés à s'imaginer que les pays du Maghreb ont quelque chose à voir avec la construction européenne. Pourtant, ce qui est étrange, c'est que les Européens n'ont jamais dit aux Scandinaves la frontière nord de l'Europe, c'est la mer Baltique, donc vous, les Scandinaves, vous n'êtes pas Européens. Et c'est exactement ce qu'on nous dit, nous, au Maghreb. On nous dit, bon, la frontière sud de l'Europe, c'est la Méditerranée, et donc vous relevez d'une autre juridiction. Et ça, à la limite, c'est pas très grave, mais ce qui est important, c'est les conséquences économiques que ça a. Quand vous faites une zone ALENA, qui est une zone non homogène, hétérogène, c'est-à-dire vous avez des pays développés et des pays non développés, pareil pour l'ASEAN plus 3, vous avez des pays développés et des pays non développés, et au milieu de tout ça, il y a l'Union européenne, ou le projet européen, qui est un projet homogène. C'est un club de pays qui cherche justement à converger. Donc tout le principe, c'est que tout le monde se ressemble, tout le monde est développé, et on fait un club entre gens qui se ressemblent. Et ça crée un handicap pour les économies européennes, un handicap économique, parce que pour pouvoir résister aux importations au hasard asiatiques ou chinoises, c'est encore plus difficile. Quand vous n'avez pas une base de compétitivité à bas coût à votre disposition, vous ne pouvez pas faire ce que les Américains ont fait pour résister aux Asiatiques, c'est-à-dire une base de compétitivité au Mexique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les Européens ont en quelque sorte scié la branche sur laquelle ils étaient assis, puisque leur base de compétitivité à bas coût, manufacturière notamment, était en Europe de l'Est. Mais avec l'élargissement de l'Union européenne à l'Europe de l'Est, évidemment, il y a eu un rattrapage. Vous savez que les fonds structurels européens, c'était à peu près, qui ont été investis en Pologne par exemple, c'est 90 milliards d'euros en 10 ans. Vous imaginez à quoi ressemblerait le Maroc après 10 ans d'injection de 9 milliards d'euros par an. Et donc les salaires en Europe de l'Est ont beaucoup augmenté. 2017, la hausse des salaires en Pologne, en Slovaquie était entre 11 et 13% d'augmentation de salaire. Vous avez une démographie des pays de l'Est qui est déclinante. Par exemple, la Pologne va perdre 10% de sa population d'ici à 2030. Et donc, la combinaison de cette démographie déprimée avec des taux de chômage qui sont en dessous de 5% déjà, ça vous crée cette inflation salariale. Donc vous avez de plus en plus d'acteurs globaux, hein, pas seulement européens, mais des Japonais, des Américains, etc., qui regardent le Maroc sérieusement en se disant, bon, quand je vais visiter une usine en Pologne, on me dit l'âge moyen des ouvriers, c'est 44 ans. Et quand je regarde ce que fait Renault à Tanger a 9000 employés, l'âge moyen, c'est 31 ans. Donc évidemment, l'atmosphère dans l'usine n'est pas la même quand c'est 31 ou 44 ans. Et donc ils se disent, il y a un coup à jouer, au Maroc du point de vue manufacturier, mais aussi dans les services, on peut en parler après. Ajoutez à tout ça les évolutions démographiques de l'Europe. Quand vous avez une Europe qui est en train de vieillir, et
Et c'est pour ça que fondamentalement, je suis plutôt optimiste pour l'avenir. Quand vous avez une population de 500 millions de personnes qui sont en train de vieillir, et donc, pour équilibrer les systèmes de pension de retraite, vous n'avez pas 44 solutions. Plus les gens vieillissent, plus l'électorat senior, c'est un électorat qui est très discipliné, donc ils votent plus. Plus ils vieillissent, plus ils votent. Et plus ils vieillissent, plus ils votent pour des acteurs politiques qui vont leur permettre de sacraliser le niveau des pensions de retraite. Et vous remarquez, toutes les réformes paramétriques des retraites qui ont eu lieu dans les 10 dernières années en Europe, dans tous les pays, on a touché à peu près tous les paramètres, sauf le niveau des pensions de retraite. Alors, quand vous êtes dans cette équation-là, il vous reste deux variables d'ajustement. La première variable d'ajustement, c'est la robotisation. On se dit, bon, c'est un peu comme les Japonais, c'est que les Japonais perdent 500 000 habitants par an. Donc ils ont fait un grand plan pour faire beaucoup de robotisation, etc. À Bruxelles, il y a des discussions pour faire passer des directives pour faire payer des cotisations sociales aux robots. C'est-à-dire on veut bien que notre boulot soit robotisé, mais à condition qu'il paye des cotisations sociales. C'est-à-dire qu'il paye ma retraite, que le robot paye ma retraite quand je serai vieux. Donc ça, c'est la première variable d'ajustement. Et de ce point de vue, le leadership de l'Allemagne et de la Suisse aussi sur l'industrie 4.0 montre qu'on est dans cette logique de, ok, on a ce problème démographique, on va compenser par de la robotisation. La deuxième variable d'ajustement, qui est un peu plus controversée, c'est le recours à la migration. C'est quand vous avez une population, une force de travail qui vieillit, ben, le réflexe logique, c'est de laisser rentrer d'autres personnes qui viennent amener leurs muscles et leur force de travail. Alors là encore, l'Allemagne a donné un exemple ou un contre-exemple, ça dépend de votre politique, en accueillant 1,5 million, 2 millions de réfugiés en 2015-2016, avec cette logique de dire, voilà, on a une population vieillissante, c'est logique, après il va falloir les accueillir, les intégrer, etc. Donc la robotisation ou la migration. La thèse de travail que j'essaie de défendre ici devant vous, c'est qu'il y a une troisième variable d'ajustement, à laquelle on ne pense pas forcément, mais qu'il faut avoir présente à l'esprit. Cette troisième variable d'ajustement, après le recours à la migration et le recours à la robotisation, c'est l'intégration économique par l'investissement. Quand je dis intégration économique, c'est l'intégration économique avec des pays à démographie et niveau de développement différenciés, hétérogènes. Ce qu'ont fait l'ALENA et l'ASEAN plus 3 il y a très longtemps, dès le départ, est-ce que les Européens n'ont pas fait? Les Européens n'ont pas fait peut-être parce que la construction européenne est arrivée à un moment, au tournant des années 50, où justement tout le sujet c'était de se défaire des empires coloniaux et de faire une Europe entre pays européens. Donc, tout ce qui avait rapport avec l'Afrique, l'Asie et tout ça, c'était mal vu, puisque tout le principe c'était de se construire une Europe entre pays développés. Alors, l'intégration économique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un potentiel de 60 milliards d'euros dont je vous ai parlé tout à l'heure et qu'il faut aller taper dans ce potentiel-là. Le Maroc, la notion de hub, elle vient d'où? Elle vient du fait qu'il y a un corridor économique qu'il va falloir construire, du nord vers le sud. Parce qu'il ne suffit pas de dire je veux m'intégrer par l'investissement avec des pays en développement, il faut aussi qu'il y ait des couloirs économiques, logistiques, etc. qui permettent de le faire. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous êtes à Cotonou, au port de Cotonou, vous avez un conteneur, il va vous coûter 2,5 fois plus cher d'envoyer ce conteneur juste 1200 km au nord à Ouagadougou, plutôt que d'envoyer ce conteneur à Shanghai à 12 000 km. C'est plus facile, c'est-à-dire que l'intégration de l'Afrique dans la globalisation, dans la mondialisation, se fait sur un mode qui est très extraverti. Et donc, donc comment est-ce que vous voulez vous intégrer avec l'Afrique si vous êtes européen, s'il n'y a pas les voies de communication et les corridors qui vont avec? Alors, ce qu'il aurait fallu, c'est que les Européens fassent avec l'Afrique ce que les Chinois ont fait avec l'Europe, par exemple avec les routes de la soie. Les routes de la soie qui sont un programme d'investissement d'infrastructures notamment et d'énergie, etc. Mais qui dit voilà, on va creuser un sillon, un corridor économique vers l'Europe. L'idée, c'est qu'ils veulent rendre l'Europe un marché plus captif. Pardon? Avec le rail notamment. Avec le rail, alors voilà, c'est la revanche du rail sur le porte-conteneurs. Et nous, en Afrique, qui s'occupe de construire cette route? Alors pas de la soie, mais une route de ce que vous voulez, mais du nord au sud.
Il n'y a pas grand monde qui essaie de faire ça. Il y a quelques pays qui ont essayé de se positionner. C'est là qu'on revient au débat sur le terme hub. Les Égyptiens ont essayé de construire une offre, une plateforme autour du canal de Suez, qui vaut ce qu'elle vaut, qui est très importante pour tout ce qui concerne l'Afrique de l'Est. Et nous, au Maroc, on a construit la même chose, mais de l'autre côté, à partir du port de Tangemed, en disant, voilà, à partir de 2003-2004, on fait un port de Tangemed qui va être la connexion de l'économie marocaine dans l'économie mondiale. Pourquoi? Parce qu'à cet endroit-là précis, vous avez les plus importantes routes maritimes du monde qui passent. Vous avez 75% des importations européennes qui passent de droite à gauche quand vous êtes à Tanger en train de regarder l'Espagne. Vous avez 75% des importations qui passent par là. Donc c'est une occasion de créer, d'avoir du volume, et ce volume-là permet d'avoir de la compétitivité. Donc c'est pour ça que la plateforme Maroc permet aux investisseurs européens et suisses notamment d'accéder à des volumes très larges, et donc d'être best cost sur la logistique, et d'être également best cost sur les coûts salariaux. Et notamment, un des avantages du Maroc, c'est qu'on n'est ni un pays riche ni un pays pauvre. On est un peu entre les deux. On a le meilleur des deux mondes, mais aussi le pire des deux mondes. Si on s'arrête juste au meilleur des deux mondes, on a à la fois la possibilité d'avoir des coûts salariaux très compétitifs pour les travaux à valeur ajoutée modeste, et en même temps, on a des coûts salariaux très compétitifs pour la R&D, pour les ingénieurs, par exemple. Vous savez qu'un ingénieur marocain coûte 1/10 du tarif horaire d'un ingénieur allemand. Donc, c'est pour ça que PSA, par exemple, à l'usine de Kenitra, qui va commencer sa production là dans les prochains mois, produit à la fois des voitures avec une efficacité inégalée dans le monde, en termes de compétitivité, mais ces voitures sont également 100% designées par des ingénieurs marocains. Donc ils font à la fois le pari de profiter du Maroc comme une base de compétitivité manufacturière à bas coût, et en même temps de profiter du Maroc comme une base de compétitivité sur la haute valeur ajoutée et sur les segments. C'est très important, pourquoi? Parce qu'à une époque, on aurait pu, il y a 10 ans, si vous arrivez au Maroc, vous regardiez la situation, vous auriez dit, ah, attention, le Maroc va se coincer dans une logique on appelle ça le Fordisme périphérique, c'est-à-dire de dire les activités à valeur ajoutée vont rester dans le centre européen, et dans la périphérie, on ne va envoyer que les activités à valeur ajoutée. C'est ça qu'on disait il y a 10 ans, qu'on disait attention, le Maroc, on ne fait que des boulons, etc. C'était ça le discours. Aujourd'hui, on est en train d'en sortir un petit peu. On n'est pas tout à fait sorti, mais on est en train d'en sortir parce qu'en plus des volumes, on a un pari qui va être fait sur le capital humain. Vous savez qu'on a beaucoup investi dans le béton, les infrastructures physiques, les infrastructures de transport, etc. C'était un passage obligé. Mais maintenant, il y a toute l'autre phase. Donc, par exemple, au ministère de l'Industrie, il y a un travail qui a été fait pour identifier les besoins de toutes les industries manufacturières à 5 ans en termes de formation du capital humain. Et donc aujourd'hui, on est capable, on a identifié, c'est à peu près 480 000 personnes qu'il faut former d'ici à 2020. Et on a les détails, je les avais publiés sur mon compte Twitter si vous les cherchez. On a le détail exactement par le nombre de personnes, d'ingénieurs, d'opérateurs, de techniciens par écosystème industriel. Vous savez qu'on a 49 écosystèmes industriels, et par région. Donc selon les 12 régions. Aujourd'hui, un étudiant qui va faire son choix d'orientation très bientôt peut se dire, ok, moi je suis dans la région de l'Oriental, je serai diplômé en 2019, je regarde le tableau et je sais qu'en 2019, j'ai une bêtise, l'écosystème textile dans la région de l'Oriental va recruter 150 ingénieurs par exemple. Donc il peut commencer à faire son travail. Et ce n'est pas uniquement utile pour les étudiants, c'est utile pour les opérateurs économiques pour savoir quel est le type de main-d'œuvre qui va être disponible sur le marché du travail, puisque tous ces gens-là qui ont été identifiés vont être formés, puisqu'on a signé des conventions avec le FBPT pour abonder chaque écosystème en capital humain. Donc le Maroc a ce positionnement particulier qui est de dire vous pouvez faire les deux au Maroc. Vous pouvez faire comme ce que fait Thales à Casablanca en faisant de l'impression 3D. Vous pouvez faire comme ce que fait l'américain Excel en faisant des matériaux composites à Meat Park. Donc vous avez des segments de très haute valeur ajoutée qui sont présents sur le territoire marocain. Et en même temps, vous pouvez faire de la
production de série hyper compétitive. Et vous voyez que l'usine Renault à Tanger est extraordinairement une réussite en fait, de ce point de vue-là. Ce qui est intéressant d'analyser avec l'usine Renault de Tanger, c'est qu'il y a 8700 employés, enfin à peu près 9000, et sur les 9000 employés, on a 40% qui sont originaires de régions qui ne sont ni la région de Rabat, ni la région de Kazan, ni la région de Tanger. 40%, c'est important. Ça veut dire que cette zone franche, parce qu'on dit tout le temps, ah oui, mais quel est l'impact de la zone franche sur le reste du territoire, quels sont les liens entre... Et 11% des 9000 employés de Renault à Tanger viennent de la région d'Arayat Filet, qui est la région la plus enclavée du Maroc. Donc vous voyez que ces industries commencent à avoir un effet d'entraînement. Et en particulier, il y a un papier de recherche qui a été publié il n'y a pas très longtemps. C'est des chercheurs en Big Data à Rabat qui se sont intéressés, qui ont dit on va étudier des sources ouvertes. Ils ont pris 22 sites de recrutement marocains. Et sur toute l'année 2017, ils ont analysé toutes les offres d'emploi dans le secteur automobile. Et ils se sont rendus compte, donc ça fait 9000 offres d'emploi analysées sur l'année. Ils se sont rendus compte que les emplois qui sont créés, enfin qui sont proposés dans l'industrie automobile, à 84% sont des emplois, des CDI, des emplois à durée non déterminée. Et 85% sont des salaires entre 4000 et 8000 dirhams. Donc vous voyez tout ce que je viens de vous dire sur la compétitivité, etc. Il faut aussi le relativiser par le fait qu'il y a aussi cette augmentation, cette montée en charge et cette diversification. Par ailleurs, tous les chiffres qu'on présente aujourd'hui en disant l'industrie marocaine, l'automobile, c'est simplement une seule usine, c'est Tanger qui produit. Voilà, Tanger et Somaka à Casa. Mais attendez d'avoir l'impact de l'usine PSA sur les chiffres dans quelques mois. Et attendez l'investissement de BYD à Tanger qui va faire 5 usines et qui va passer justement à la production de véhicules électriques, ce qui élargit encore le spectre. Et les fournisseurs. Et les fournisseurs, voilà. Les prestataires, les fournisseurs. Ça va avec, c'est-à-dire que tous les suppliers qui vont avec. Alors tout le principe de... Mais c'est confirmé, les Chinois, c'est confirmé? Le MOU a été signé en décembre 2017, devant Sa Majesté, donc oui, c'est très confirmé. Ce qu'il faut voir, c'est que quelle est la politique industrielle du Maroc? C'est simplement de dire, en fait, il y avait un truc qui fonctionnait très bien, c'était les écosystèmes de l'OCP. L'OCP a fait un travail formidable sur la façon de travailler avec ses fournisseurs, parce qu'avant ils étaient dans une logique, avant 2006 on va dire, ils étaient dans une logique transactionnelle avec les fournisseurs, et on dit c'est pas possible, c'est une entreprise tellement importante par son effet d'entraînement sur les fournisseurs. Je vous rappelle que l'OCP c'est 7% de la production électrique au Maroc, donc c'est pas rien, c'est un secteur en soi. Quand ils ont fait cette logique d'écosystème et que ça a fonctionné, l'idée c'était de dire on va refaire la même chose avec les OEM dans l'automobile, avec les assembleurs d'avions dans l'aéronautique, etc., etc. Avec les assembleurs dans le textile également, etc. Et l'idée c'est de dire que quand vous faites un écosystème, l'État dit ok, moi je vais parler avec la tête de l'écosystème, donc l'assembleur, l'OEM, et je vais lui donner un certain type d'incitation. Mais je vais également proposer un type différent d'incitation à ses suppliers. Donc ceux qui l'amènent avec lui de l'étranger, s'installer, je vais leur donner aussi une incitation d'un niveau différent. Mais ces incitations, je ne les donne qu'à condition que l'OIM et tout l'écosystème s'engagent sur un certain taux d'intégration locale. Donc un taux de la valeur ajoutée qui va être produit au Maroc. Aujourd'hui, les véhicules qui sortent de l'usine Renault sont à 55% de leur valeur produits sur le territoire marocain. Et c'est ça qui a permis de forer en profondeur dans les écosystèmes pour amener du business également aux fédérations pousseuses et donc aux PME marocaines. On aimerait qu'il y en ait encore plus, mais on a déjà commencé, on a mis le pied à l'étrier à un certain nombre d'entre elles, et pas seulement à Casa ou à Tanger, il y en a aussi à Fès, il y en a à Meknès, donc c'est intéressant ce qui s'est passé dans ce secteur. Et quand vous faites cet écosystème-là en disant ok, je m'engage sur un taux d'intégration, il y a également un autre engagement qui sont les contrats de sourcing. C'est-à-dire que les équipementiers au Maroc ne produisent pas seulement pour des parties, des composants pour les entreprises, les voitures produites au Maroc, mais également pour toutes les voitures qui sont produites en Europe. Donc vous savez qu'il y a à peu près, si je ne me trompe pas, c'était 8 millions de voitures qui sont produites chaque année en Europe. C'est de créer du volume, une production cumulée qui soit suffisamment importante pour que le Maroc bip sur la carte. Si je peux me permettre, je suis Jeanne Silman, je gère un petit cabinet de conseil qui
d'installation et qui fait des études de marché. Et moi je pense que sur cette partie-là de la réunion, il est quand même intéressant de remonter des données terrain que nous vivons. Et il faut être réaliste à un moment donné, puisque j'accompagne des sociétés dans l'aéronautique, donc qui font des études de marché ou des diagnostics avant de venir s'installer dans l'automobile, dans différents secteurs, dans la restauration, etc. Et malheureusement, nous, on vit en fait la réalité terrain après. Donc vous avez parlé des ressources humaines, du capital humain. Oui, mais il faut savoir pourquoi, par exemple, Renault a cette majorité de ressources humaines qui provient de sa filette. Parce que tout simplement, c'était les plus motivés par rapport à la région du Nord, et parce que Renault a beaucoup investi dans l'académie interne en formation. Donc il faut aussi prévoir avec les investisseurs ce budget-là, et finalement, ils sont gagnants quand même en termes de coûts. Aussi, il y a un manque de transparence, et généralement, ces gros investissements qui sont faits, ils envoient en fait un prototype où ils envoient en fait une première infrastructure, et lorsque l'infrastructure s'arrête à des problèmes administratifs, à des problèmes en fait qui sont de l'ordre du bouche à oreille, j'ai envie de dire, terrain, eh bien ça empêche les investisseurs derrière à venir avec des gros montants et à investir au Maroc. Donc ça privilégie d'autres pays qui ont eu en fait, j'ai envie de dire, un accompagnement plus de proximité à l'arrivée. Donc je voulais juste remonter en fait cette information par rapport à ça. Merci. Ça me permet de faire la transition sur qu'est-ce qu'on est en train de faire exactement, parce que moi je vous ai présenté. Moi j'ai fait le commercial, maintenant je vais vous faire le directeur de la production. C'est-à-dire comment je suis les promesses commerciales. Et il y a deux niveaux. Il y a le hardware et le software. Le hardware, c'est les personnes auxquelles vous avez affaire sur le terrain pour vos autorisations, les remboursements, les nécessitations, etc. Et ça c'est la question de la réforme des centres régionaux d'investissement. Vous savez que jusqu'à aujourd'hui, on avait créé ces centres régionaux d'investissement comme des guichets uniques. Le problème, c'est qu'on ne leur a pas donné les moyens, ni les moyens législatifs, et en plus les moyens humains et financiers. Et donc aujourd'hui, la situation, c'était que vous aviez 2, 3 CRI qui étaient à peu près au niveau, et puis les autres qui avaient beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que la capacité du CRI de régler les problèmes de l'investisseur, elle dépendait d'un seul facteur, peut-être d'autres, mais un principal, qui est la relation in-situ personnelle entre le DG du CRI et le Wali. Quand ils sont copains, bah, ça fonctionnait très bien. Quand ils ne se connaissent pas, bah, ça continue comme avant. Donc ça, c'est un problème qui a été identifié. Hein. Vous avez vu qu'on va passer la réforme des centres régionaux d'investissement, qui est une réforme très importante parce qu'on a reconnu, on a lucidement posé tous les problèmes sur le terrain et dit voilà, il faut qu'on ait une institution puissante dans les régions. Et on va accompagner cette réforme des CRI. Il y a déjà des moyens qui ont été abondés dans le budget de la loi de finances 2019, des moyens importants. Et les recrutements sont en cours. Donc vous allez avoir des gens qui sont au niveau, un peu comme la première génération des CRI, parce que ça avait bien fonctionné au début, avant que ça se... Et pour accompagner tout ça, ça n'aura aucun sens si on ne fait pas la déconcentration. C'est pour ça que le texte de la charte de déconcentration qui a été présenté au Conseil du gouvernement il y a quelques semaines, c'est un texte excessivement important. C'est un texte aussi très sec et pas du tout sexy. Hein. Ça n'intéresse pas les gens parce que c'est un peu compliqué à imaginer. Mais en fait, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est simplement de dire que chaque ministère va proposer une feuille de route et identifier tous les pouvoirs de signature qui sont à Rabat aujourd'hui, à l'Office central. Il va proposer un par un tous les pouvoirs de signature qu'il propose de déléguer dans les régions. Et ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un investisseur qui a un projet, mettons à Agadir par exemple, il attend une signature qui doit arriver de Rabat. Donc le gars à Rabat, il n'a aucune incitation à aller vite, puisque le gars est très loin, il est à Agadir. Au contraire, même s'il est mal intentionné, il va prendre le temps qu'il faut, retarder, jusqu'à ce que le gars à Agadir se dise j'ai plus le temps, il faut que j'aille à Rabat pour m'occuper de mes affaires. Et au moment où ce gars arrive à Rabat et qu'il rentre dans le bureau du gars qui a le pouvoir de signature, c'est là qu'on commence à avoir des problèmes. Parce que dès qu'il y a un contact disons, physique,
Là, hein, vous avez d'autres choses qui rentrent en jeu, vous savez de quoi je parle. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est raccourcir le circuit de décision et d'autorisation au maximum. Les Européens ont fait ça pendant des années, ils appellent ça la subsidiarité. Au Maroc, c'est encore tout nouveau, donc on va encore commencer à essayer de le faire. Et quand vous allez avoir, quand le gars qui va signer votre dossier d'investissement d'Agadir sera lui-même un enfant d'Agadir qui est dans une administration et dans un bâtiment à Agadir, lui, son incitation implicite, c'est d'aller le plus vite possible, puisqu'il veut qu'il y ait des résultats sur le terrain, et il veut bien sûr faire voir par ses supérieurs, parce qu'il aura facilité un investissement. Ce qui n'était pas le cas aujourd'hui avec cette dichotomie entre Rabat et les régions. Donc ça, c'est un point, c'est très 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 important. Alors je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'on va faire la feuille de route, et ensuite on va les mettre en place, et il va y avoir tout un tas de problèmes, et on va presque faire toutes les erreurs, toutes les erreurs qu'ont fait les Européens depuis 30 ans qui font de la décentralisation. Nous, on va toutes les faire en disant, bon, mais l'important c'est de les faire nous-mêmes, parce que vous savez, la décentralisation, c'est un peu comme la démocratie, ça ne s'exporte pas. Voilà, il faut que les gens fassent eux-mêmes, qu'ils essayent, et s'ils le font mal, ils refont mieux. Et chaque erreur qui sera faite va servir de vaccin, va se transformer en expérience. Est-ce que je peux vous voir juste après pour vous donner des cas concrets? Parce qu'en attendant, j'ai des entreprises de 3000 salariés qui sont en train de chuter pour ce manque d'autorisation, pour des autorisations en fait, qu'on ne leur livre pas. Donc moi, en fait, c'est très important que ces emplois soient maintenus. Ah oui, mais c'est aussi c'est mon boulot, hein, donc voilà, aucun souci, je vous donne la merci carte beaucoup. et on se voit si vous venez à Rabat, sinon on Oui. est dans le Casa. Et donc ça c'est le hardware, c'est d'abord la réforme des centres régionaux d'investissement et la charte de déconcentration qui est excessivement importante. Pas seulement du point de vue démocratique, c'est surtout du point de vue économique. On va raccourcir les circuits et le directeur du CRI aura un vrai rôle, il y aura une commission unifiée. Vous savez qu'avant vous avez 20 commissions et juste pour réunir les commissions il fallait En fait, le CRI jouait le rôle de secrétariat pour réunir les commissions qui ne se réunissaient jamais. Il suffisait d'un vote négatif des pompiers ou d'un autre pour que le dossier soit recalé et renvoyé au mois prochain. Aujourd'hui, on va passer au vote à majorité qualifiée. Le Wali aura la possibilité, il faut voir le texte de la réforme du CRI, c'est très important. Le Wali aura la possibilité de passer outre une des décisions négatives. Donc on va tout faire pour essayer de faire en sorte que l'administration aille à la même vitesse que les agents économiques. Donc ça c'est le hardware. Ensuite il y a le software. Le software c'est l'OS, c'est le système d'exploitation, c'est le code des investissements. Donc la charte actuelle des investissements, elle date de 1995. Même plus précisément, elle date d'octobre 1995, ce qui est un mois avant la première connexion ADSL à Internet au Maroc. Donc ça vous indique à quel point nous sommes dans la préhistoire. Et de cette préhistoire a découlé le modèle économique de développement du Maroc sur les 20 dernières années, qui est la priorité accordée à l'agriculture, qui a été défiscalisée pendant 30 ans, entre 1984 et 2014, priorité accordée au tourisme, et priorité accordée à l'immobilier social et au BTP en règle générale. Donc ça, c'était les trois, si vous voulez, invariables du modèle de développement marocain jusqu'ici. La nouvelle charte de l'investissement sur laquelle nous avons travaillé depuis... en fait, ça a commencé bien avant que j'arrive, hein, ça fait depuis au moins 2015 hein, qu'on parle de la charte d'investissement à Rabat. Donc c'est un travail qu'on a repris, qui a nécessité beaucoup de consultations, de participatifs, parce que ce qui avait été fait il y a 5 ans, il fallait l'actualiser, etc. Et donc les nouvelles priorités qu'on veut ajouter aux priorités précédentes, c'est l'industrie, évidemment, avec cette fiscalité industrielle qui a déjà été passée dans la finance, c'est l'entrepreneuriat et le digital. Alors sur l'entrepreneuriat, il faut être lucide, il faut dire la vérité. Hein. Quand vous regardez sur le Global Entrepreneurship Index, le Maroc est 15 rangs derrière la Tunisie. La Tunisie, ce n'est pas le Danemark. Si les Tunisiens y arrivent, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Donc c'est une vraie question qui est posée, on essaie d'y répondre dans la charte d'investissement. Du point de vue du digital, c'est la même chose. On a fait un grand pas avec la loi de finances 2018, qui a été la première loi de finances où le ministère des Finances définissait ce que c'était qu'une start-up. Alors, la définition n'est pas parfaite, et même ce qu'on en a fait, c'est pas parfait non plus, parce qu'on y a attaché des avantages qui sont par exemple tout investissement dans une start-up à hauteur de 200 000 dirhams est déductible fiscalement. Bon, mais si vous voulez faire n'importe quelle start-up, vous avez besoin d'1 million, 1,3 million pour démarrer, vous n'allez pas vous taper 5 investisseurs à 200 000 chacun. Donc,
Mais on a mis un pied dans la porte, ce qui est important. Maintenant, la démarche de définir ce que c'est qu'une start-up, c'est assez casse-gueule, hein, parce que je vous rappelle que c'est la question à $1 milliard. Qu'est-ce que c'est qu'une start-up? Bon, quand vous avez le courage d'y répondre en disant voilà, une start-up. Alors, ce qu'on a défini, c'est une start-up, c'est une entreprise de moins de 5 ans qui réalise moins de 5 millions de dirhams de chiffre d'affaires et qui investit 30% de ses charges en recherche et développement. Quand vous avez ces conditions-là, ça vous donne une population cible et évidemment, on mesure l'impact des incitations qui sont données avec un modèle économétrique. Dans la charte d'investissement, ce qu'on va essayer de faire, c'est de passer à une logique un peu différente de labellisation et d'accompagnement un peu souple de ces startups en disant voilà, une startup, c'est simplement une TPE qui a soit un impact social positif, soit un impact innovant, démontrable. Donc la charte d'investissement essaie de prendre le cycle de vie de l'entrepreneur du début à la fin en disant voilà, en termes d'évolution du chiffre d'affaires, vous êtes au début un auto-entrepreneur, ensuite une TPE, ensuite une PME, ensuite une UTI, ensuite une grande entreprise. Et on essaie de prendre ce cycle en adressant tous les inputs, donc que ce soit le foncier, le capital humain, la formation et le fait d'essayer de diminuer les capex des investisseurs. Donc on prend tous ces éléments-là et on a croisé ces deux cycles de vie de l'investissement et de l'entreprise pour essayer à chaque étape de donner une solution. On a discuté cette nouvelle charte avec le ministère des Finances et de l'Intérieur. On est en train de négocier, de discuter avec le GG, c'est moins compliqué qu'avec les autres. Et on espère présenter le texte très bientôt. Je ne vous dirai pas quand, mais voilà. Donc ça c'est pour la partie software, pour essayer de faire en sorte que les capitalistes marocains et étrangers puissent orienter leurs investissements vers des secteurs qui sont plus productifs du point de vue des pouvoirs publics. Je vous rappelle que quand même, on dit tout le temps qu'il n'y a pas que la loi au Maroc ne fait pas de différence entre l'investisseur national et étranger. En fait, on est aveugle à la nationalité du capital. Du moment que c'est une entreprise qui est de droit marocain, on part du principe que c'est une entreprise marocaine, que ses capitaux soient japonais ou français. C'est pas le problème. Et je pense qu'il y a une vraie opportunité, alors notamment parlons un peu de la Suisse, parce que vous avez parlé des écoles et des instituts de formation. Le cœur des écosystèmes industriels au Maroc, c'est la formation. Vous savez que l'aéronautique, l'automobile, vous avez certainement vécu. Ce qui vous dit, c'est on va au Maroc pas parce qu'il y a des salaires, ou pas parce qu'il y a de la logistique, ou pas parce que votre politique est particulièrement intelligente. On va au Maroc parce qu'il y a une école. Il y a une école qui est non seulement efficace, mais par exemple les filières dans l'automobile et les autres, c'est des écoles où on a donné les clés du design des formations aux professionnels du secteur privé. Donc ce ne sont pas des bureaucrates qui designent les cours et le training, c'est le secteur privé lui-même qui le fait. Et ça me fait penser à une sagesse japonaise. C'est le fondateur de Toyota qui avait le premier compris que disait une usine, c'est pas une entreprise qui fabrique des voitures. Une usine, c'est une entreprise qui forme des hommes et ces hommes fabriquent les voitures. Et donc ce qu'il a compris, c'est qu'une usine, c'est d'abord une école. Et ça, les Japonais l'ont compris. Maintenant, ça s'appelle le toyotisme, tout le monde le fait, mais il n'y avait pas grand monde à l'époque pour dire ça. Et la même chose, pour paraphraser Toyota, je dirais que les écosystèmes industriels au Maroc, c'est d'abord des écoles. On forme d'abord des personnes, du capital humain, et c'est ces gens-là qui vont prendre en charge les modèles économiques qui vont suivre. Donc voilà, mais je suis disponible pour qu'on se voit et puis vous m'expliquer toutes vos misères et on fera en sorte de déboulonner ce qu'il y a à déboulonner. Les réformes des centres d'investissement et aussi la charte d'investissement que vous avez citée, c'est applicable en 2019 ou c'est un plan sur... Alors moi, depuis que je suis arrivé à Rabat, j'ai appris j'ai révisé mes cours en droit public. Et en droit public, ce qui est applicable, c'est une fois que vous avez sorti le dernier décret qui est prévu par la loi, et que ce dernier décret est paru au bulletin officiel, c'est applicable. À condition que les gens qui doivent l'appliquer soient de bonne volonté. Donc, non, mais oui, ça sera applicable très rapidement. En fait, il va y avoir 12 séries. Donc, il y a déjà les 2 ou 3 qui fonctionnent déjà pas mal, mais qui vont être à niveau. Et puis, il y a les 2 autres qui vont
émerger. Mhm. Je sais que les recrutements des DG étaient en cours il n'y a pas très longtemps, donc ça ne peut pas tarder. Mais ça va aller le plus vite possible parce que c'est un sujet qui est piloté à très très haut niveau. Et vous avez remarqué que Sa Majesté en a parlé, je crois, sur les 3 derniers discours, il a rementionné Ouais. à chaque fois et la charge d'investissement. Donc c'est un sujet qui est très important. On fait une politique de l'offre et de la demande. On fait à la fois la politique de l'offre, les écosystèmes, la politique d'investissement, être très agressif là-dessus parce qu'on sait qu'il y a un momentum pour la en ce moment. Et en même temps, il y a cette politique de vision de protection sociale, de rationalisation des besoins, etc., qui va être très importante. Mais ça marche sur 2 jambes. Bon. Ouais. Est-ce qu'on peut passer aux questions après? Après, Ouais, ok. s'il vous plaît. Merci, désolé. Non, pas sûr.